c'est très difficile aujourd'hui de se dire lequel est le meilleur. Comme je te dis que tout fonctionne, comment est-ce qu'on fait pour savoir quel est le meilleur? C'est simple, on essaye de voir lequel est le plus scalable. Et le plus scalable, c'est quoi? C'est celui qui apporte le plus en travaillant le moins et qui coûte le moins cher. Bienvenue dans les interviews Gross. Je m'appelle Jean-Bernard Siboni. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du gross. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Ça va? Écoute, ça va super bien. Et toi? Bon, ça va comme un mercredi après-midi, hein. C'est pas ton jour préféré? C'est pas le jour que je préfère, mais c'est le mois d'août, donc ça va, tu vois. Bon, si tu pouvais égayer ta fin de journée, j'en serais ravi. J'espère. Merci beaucoup, Jason, pour ton temps. Je t'ai trouvé sur SalesNav en tapant tous les profils qui contenaient le mot-clé gross et art. Incroyable. C'est comme ça que je t'ai trouvé. Et de fil en aiguille, j'ai regardé ce que tu faisais. J'ai plus qu'adoré la landing ou le website Les Reapers. On peut dire que c'est une landing parce qu'il y a quand même un appel à l'action de vie. Alors, c'est pas moi qui l'ai faite, mais oui. Je me suis dit que dans cette boîte, à mon avis, il y avait quand même un peu de boulot qui avait été fait au niveau du marketing et du gross, vu le travail qui est fait sur le site, que je trouve incroyable. J'avais très envie de te poser des questions. Ma mission, c'est d'essayer de démocratiser le gross. Donc, mon but, c'est d'essayer de parler gross à des personnes qui ne comprennent rien ou pas grand-chose. C'est pas Et facile, hein. c'est pas facile. Un des moyens que j'ai trouvé, c'est d'aller à la rencontre des grosses, plus ou moins expérimentés, qui travaillent dans des plus ou moins grosses boîtes, pour leur poser des questions sur leur vision et leur méthode. Et aujourd'hui, je vais te poser des questions pour connaître la méthode de travail de Jason chez les Reapers et aussi un petit peu durant ton expérience précédente, puisque tu as démarré un peu tôt, le gross. En tout cas, si j'en crois ton profil LinkedIn. Voilà, est-ce que ça te dit qu'on échange sur ces points-là? Carrément, allons-y. Super. Je vais te demander dans un premier temps si tu veux bien présenter Jason et ensuite présenter les Reapers. Ouais, bien sûr. Alors, moi, je suis Jason, je suis le responsable marketing, sales, growth, on peut appeler ça comme on veut. Moi, mon objectif chez les Reapers, ça a toujours été de faire de l'acquisition client et puis de tout faire pour qu'il reste. En un mot assez simple, une phrase assez courte plutôt. Et les Reapers, c'est une startup qui est spécialisée dans l'évacuation et la revalorisation des déchets de chantier. Donc nous, notre mission, c'est d'aider les artisans, les TPE et les PME du monde du bâtiment à mieux évacuer leurs déchets de chantier et de mieux les revaloriser en les apportant dans les bonnes filières de revalorisation et en leur proposant un service qui est avant tout un service de logistique avec de la tech quand même derrière pour, un, leur faciliter leur quotidien et puis deux, avoir une approche un peu plus environnementale que ce qu'ils peuvent avoir jusqu'à présent. Super. Est-ce que je me trompe si je dis que votre cible, a priori, elle est quand même peu digitalisée? Est-ce que ça fait partie des enjeux de ton travail, justement, d'amener cette audience-là sur du digital, là où ils ne veulent pas forcément aller? Ouais, carrément. En fait, la cible des artisans et aussi des TPE, des PME, enfin moi je l'appelle l'audience, la cible c'est la même chose. C'est que de base ils ont tous un smartphone, mais ils sont pas tous digitaux. C'est-à-dire qu'ils sont tous sur Facebook, Instagram, Google, etc. Ils ont tous un iPhone 10, mais c'est vrai que dès qu'il faut utiliser une application ou autre, c'est pas trop leur truc parce qu'ils sont beaucoup plus terre à terre et sont beaucoup plus dans l'exécution, on va dire, de leur métier, qui est un métier entre guillemets où on utilise ses mains. Donc c'est des gens qui sont très simples. Ils sont pas trop aidés par la tech. Pourquoi? Parce que leur secteur n'a pas encore été bouleversé réellement par la tech. Et donc, c'est normal. Et nous, en fait, aujourd'hui, on voit un shift entre les anciens qui sont en train de passer la main à leurs enfants, qui eux, par contre, sont des enfants, des jeunes qui sont nés, on va dire, après 90, voire 95, et qui eux, par contre, sont nés avec un téléphone dans la main et qui ont une approche complètement différente. Et c'est pour ça qu'on commence à avoir une sorte de tech du BTP qui est en train de sortir de terre depuis 2-3 ans. Ok. Sur LinkedIn, tu m'as écrit: je suis quelqu'un qui base tout sur une approche méthodique pour créer des systèmes qui convertissent. J'ai Ouais, adoré cette phrase. Et la merci. question que je te pose, du coup, qui est facile, quelle est ton approche méthodique?
Ouais, bah, en fait, c'est super simple. Il y a beaucoup de frameworks qui traînent dans l'univers du growth, dans l'univers du produit. Et l'idée, c'est toujours d'avoir une vision claire de ce qu'on veut faire, de se poser les bonnes questions pour se faire un plan et savoir où est-ce qu'on va. Après, à partir du moment où on a un enchaînement de petits frameworks qui te permet de prendre des bonnes décisions, tu peux créer ton plan et tu sais tout de suite si tu dois avancer, reculer, faire un pas de côté, continuer et appuyer plus fort sur le bouton pour que ça aille plus vite ou pas. Toi, je te donne juste un exemple. Toi, aujourd'hui, nous, on est en train de tester plein de trucs, notamment LinkedIn. On a décidé de reprendre de base tous les traction channels qu'il peut y avoir sur LinkedIn. Donc, on s'amuse, on dit, bon, bah, sur LinkedIn, on peut faire de la pub, un traction channel, on peut rentrer en contact de manière directe de deux façons différentes. Un, c'est sur LinkedIn, vraiment connexion plus demande. Et le deuxième direct sales qu'on peut faire avec LinkedIn, c'est quoi déjà? Ah bah oui, c'est reconstruire les adresses email. Donc, toi, on a déjà 3 portes d'entrée pour rentrer en contact avec toi qui est potentiellement ma cible. Et la réalité, c'est que ça, cette question-là, on a pu la trouver parce qu'avant ça, on avait fait un impact map. Comment je peux trouver ma cible? Ah ben, ma cible, elle est professionnelle, donc je pense qu'elle est sur LinkedIn. Donc toi, j'ai un framework qui m'amène vers un deuxième framework qui est le Traction Channel, qui est un livre très connu, un livre que j'ai jamais lu, mais que j'ai lu des blog posts à ce sujet parce que j'ai dû en lire 50 des blog posts à ce sujet-là, et donc du coup, ce bouquin, c'est comme si je l'avais lu. Et puis après, ça m'amène à autre chose, c'est comment je fais pour tester, pour savoir quelle approche est la meilleure. Donc là, moi, j'ai la méthode ICE, confidence. Après, il y a data. Il y a aussi, moi, j'ai rajouté deux, trois lettres après pour dire est-ce que c'est scalable, etc. Et ça me donne un scoring. Et du coup, toi, dans chaque traction channel que je veux tester, en fait, j'ai 3-4 tests qui me font un scoring. Et après, bah, je décris simplement l'expérimentation que je veux faire. Donc ça, c'est encore un framework après le framework. Et puis après, après, il faut exécuter parce qu'à un moment donné, les frameworks, c'est sympa, mais il faut bien travailler. Et bien sûr, après, tu as de la donnée. Et avant d'avoir commencé à travailler, on a fait notre art en se disant le premier A, ça correspond à quoi, etc., etc. Puis au bout de 2-3 semaines de tests, on met tous nos tests côte à côte avec les arts. Et puis on regarde qu'est-ce qui a le mieux fonctionné, où sont les problèmes et si jamais on en choisit un, deux ou trois, quels sont les bottlenecks, puisque ça sert à ça au final, un art, quoi. Et donc, tu vois, ça, c'est juste un exemple de comment est-ce qu'on fait pour vérifier que LinkedIn, c'est bien pour trouver des clients et comment est-ce qu'on va scaler. Ok. Et Ça, c'est l'approche méthodique. donc, ok. Quand tu es arrivé chez les Reapers, donc si je me fie à ton compte LinkedIn, vous aviez 100 clients. Aujourd'hui, tu en annonces 5000, je crois. Ouais, je crois qu'il y en avait même un petit peu moins. En fait, je suis arrivé à la genèse quasiment. La boîte, elle avait 6 mois. Ils avaient sorti le produit. Ils avaient les premiers clients avec un premier gros partenariat et il devait y avoir quelque chose comme 50-100 clients pour 20 à 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et comment un Jason peut arriver chez les Reapers avec une approche méthodique comme celle-ci? Est-ce que derrière, on t'a tout de suite fait confiance ou on t'a demandé du quick win, des résultats tout de suite? Ou est-ce que vous êtes parti tout de suite sur une méthode moyen terme? En fait, pour moi, le quick win, c'est juste une brique dans du moyen terme qui est une brique dans le gros terme. Donc, effectivement, on a fait que du quick win. On avait déjà un partenariat avec une boîte qui s'appelle la plateforme du bâtiment, qui est une des BU de Saint-Gobain. Et du coup, nous, on s'était dit, on a un super gros partenariat. On avait fait des tests un petit peu email à côté, mais ça fonctionnait beaucoup moins bien. Donc, on s'est dit, voilà, on a testé 3 traction channels, le partenariat il fonctionne, donc on se met à 100% dessus. Et là après, par contre, on a testé dans tous les sens ce qu'on pouvait faire, que ce soit du marketing, que ce soit du sales, que ce soit du partenariat avec les dépôts, etc. Donc en fait, si on savait qu'on voulait grandir avec eux, on se mettait des grandes milestones. Puis après, on essayait d'avancer petit à petit et puis d'affiner ce qu'on voulait. C'était un enchaînement de quick win, mais on avait un objectif qui était de se dire, faut qu'on soit présent dans tous les dépôts Île-de-France de la plateforme du bâtiment, et il faut qu'on teste au moins quelque chose, on va dire, toutes les 2 semaines, tu vois. Ok. Du coup, aujourd'hui, tu mets sur LinkedIn que tu chapeautes une équipe de 3 personnes, un digital marketer, Mhm. un SDR. Donc, Mm. pour le coup, lui, il fait vraiment aller chercher des listes de prospects froids que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, c'est ça? C'est encore plus froid que ça, puisque c'est un SDR terrain, c'est-à-dire que on a une galaxie de partenaires aujourd'hui qui sont des distributeurs, puisque c'est, comme tu le sais, les artisans et autres qui sont dans le monde du bâtiment, ils sont avant tout tous les matins chez les distributeurs, pardon. Donc, en fait, ça, on a compris que ça servait pas grand-chose d'avoir un SDR collé derrière les pages jaunes.
pour essayer de faire du cold call. Donc, en fait, on l'a plutôt démobilisé sur le terrain. Et sur le terrain, lui, effectivement, oui, lui, son objectif, c'est d'aller chercher du lead directement sur le terrain avec les fameux stop de cow-boy que j'ai surnommé comme ça. Puisqu'en fait, on arrête les gens dans un magasin et on leur présente en face à face et on a une réponse immédiate de c'est bien, c'est pas bien. Ok, donc lui, il transforme un artisan ultra froid en un lead chaud, on va dire ça comme ça, et le process derrière, il part où ce lead? Après, ça arrive chez nous, on a 4-5 commerciaux. Alors, des fois, je bug un peu sur le chiffre de personnes qui sont employées D'accord. chez Reaper. Faut pas m'en vouloir, mais quand je suis arrivé, on était 4. Aujourd'hui, on a un peu plus de 40 et ça grandit vite, en fait. D'accord. Donc là, tu vois, par exemple, il y a Alexandre, il y a Kevin, il y a Guillaume qui est pas là. Donc, eux sont vraiment sur les artisans. Et du coup, ça arrive chez eux. Puis c'est des process que j'avais fait il y a 3 ans et demi maintenant dans le CRM et qu'on a amélioré au fil du temps. Non, eux après, ils prennent le lead, ils le qualifient encore mieux et ils le suivent de manière automatique ou pas pour les accompagner pour qu'ensuite ils puissent passer commande eux-mêmes dans notre application parce qu'on reste quand même une boîte tech. Ok. Et ça veut dire que toi, tu gères la partie, parce que tu as dit en introduction que tu gérais la partie growth, mais également la partie sales. Du coup, il y a un directeur commercial ou tu fais office de directeur commercial? En fait, alors on est en plein recrutement d'un directeur commercial qui lui sera un peu plus sur le côté business pur et dur, enfin pardon, bizdev pur et dur d'aller chercher des grandes tendances. On recrute aussi également quelqu'un qui va aider à mieux faire les process, donc un sales op en fait, et c'est lui qui va chapeauter l'équipe au bureau. Mais au début, de toute façon, mon growth c'était avant tout du sales pur. Et c'est après, quand on a commencé à recruter, qu'on a commencé à faire du marketing, que là, je me suis mis un peu plus en amont sur le marketing. Et puis maintenant que j'ai Oliver qui m'aide aussi sur le marketing, j'essaye d'être encore un peu plus en amont pour essayer de piloter tout ça. Mais à ce jour, je mets plus trop mon nez dans tout ce qui est sales, si ce n'est vérifier les process, est-ce que ça fonctionne. Il y a un nouveau partenariat que j'ai signé pour X ou Y raison, donc il y a un nouveau process, je le fais, je le teste pendant une semaine, je leur donne, je leur explique. Ou sinon, je peux aussi leur créer des outils pour qu'ils aillent un peu plus vite, basés sur Google Sheet par exemple, ou, pour qu'ils puissent vendre beaucoup plus facilement. C'est moi qui leur fais leur playbook aussi, leur sales playbook, pour que la donnée, elle ne disparaisse pas. Et comme ça devient un document d'onboarding après pour les nouveaux. Et du coup, maintenant que tu vas un petit peu te détacher du sales, ta métrique, ça va être quoi? Ça va être le nombre de téléchargements de l'app, le nombre de leads, le nombre de rendez-vous. C'est quoi ta métrique? Ma North Star metric, à moi, la mienne. Exact. Ouais. Alors moi, j'en ai qu'une seule en fait. C'est la rétention en fait. C'est il y a combien de clients qui restent. Enfin, c'est celle-là et Customer Lifetime Value. Alors normalement, il faut en avoir qu'une seule, mais on va dire je me Ouais. base plutôt sur la CLTV puisque implicitement il y a la rétention dedans en fait. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut pas piloter sa boîte à travers de la data financière pure, ce que je peux comprendre. Mais nous, du coup, on est une boîte à moitié service, à moitié tech. C'est pas une app. Donc, je préfère me baser sur ce qui fait vivre la boîte. Et ce qui fait vivre la boîte, du coup, c'est pas juste le chiffre d'affaires, mais ce qui va te donner une vision un peu plus long terme sur tes clients, c'est vraiment la CLTV moyenne des clients, en fait. Et le but, c'est que cette CLTV moyenne, elle augmente, tu vois. Et du coup, si ta North Star Metric, c'est la lifetime value, donc la lifetime value, c'est en gros le panier total de tes clients, l'argent qu'ils ont dépensé chez toi. Je me dis, quand tu lances une nouvelle opération grosse, sur, par exemple LinkedIn, je Mm. pense qu'il se passe du temps entre le moment où tu mets en place du coup l'extraction des données, le moment où tu chopes des leads, où tu les actionnes, où tu les transformes. Et en plus, il faut te laisser un certain recul pour pouvoir connaître leur rétention. Est-ce qu'ils aiment la pièce, qu'ils restent, etc. Comment tu gères un peu tout ça du coup? Ah, c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile parce que du coup, la CLTV, en plus, c'est pas quelque chose de statique. C'est dynamique. Il y a des mois, ça monte, il y a des mois, ça descend. Bon, c'est plus souvent en train de monter parce que plus on avance, plus on a des clients qui sont satisfaits, on les comprend mieux, on a des plus grands comptes, donc il y a tout ça à prendre en compte. C'est pour ça que maintenant, je commence à avoir plusieurs CLTV parce qu'on a plusieurs typologies de clients. Pour la prendre en compte, effectivement, quand on fait du test pur et dur, ma donnée de test n'est jamais ma North Star Metric. C'est quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre. On fait un test pendant 2 semaines. On veut, je dis n'importe quoi, 20 leads d'un client. Déjà, est-ce qu'on a atteint ça? Oui, non. Si on l'a pas atteint, pourquoi? Je te donne juste un exemple. Sur LinkedIn, on a testé, on a fait pas mal, on a fait des calls. Les leads, ça tombe bien. Les coûts aux leads, bizarrement, sont pas chers
alors que tout le monde lui disait, tu verras, les coûts aux leads sur un LinkedIn sont incroyables et on a du mal à faire nos premiers clients. OK. Mais en fait, quand tu regardes la donnée, on voit qu'on a plein de devis. On n'a jamais fait des actions qui généraient autant de devis. Bah, c'est normal parce qu'en fait, quand on regarde la typologie de ses clients, elle est proche de nos grands comptes. Les grands comptes, il nous faut entre 2 et 3 mois pour les closer. Donc, sur un test de 2 semaines, on a toujours des quick wins, mais au final, la vraie donnée sur le test, c'est plutôt, on avait fait une erreur, c'était de se dire, il faut des nouveaux clients. Mais en fait, on a généré des devis, et puis les devis, si on n'en signe que 20%, bah, en fait, coût d'acquisition à 100 balles, je m'en fous parce que ça va nous ramener pour un client en moyenne 5-10 k première commande ou l'équivalation de la customer lifetime value d'un mois. Donc, je te laisse imaginer après sur un an. Après, il faut toujours savoir adapter. C'est ça le problème de la donnée, c'est que c'est quelque chose de très froid, qu'il faut mettre un peu de chaleur dedans. Il faut toujours se remettre un peu dedans pour se dire attends, c'est pas pété, il y a un truc qu'on n'a pas compris. Parce que tu vois, dans R, c'est que de la donnée macro concrètement. Puis quand tu t'amuses à mettre de la sous-donnée micro en dessous de chaque donnée macro, tu comprends en fait les bottlenecks ou pourquoi ça fonctionne. Et des fois, tu dis que tu n'as pas de client. Donc moi, le client chez moi, c'est l'activation, pardon. En fait, tu découvres que la sous-donnée d'avoir un client, déjà, c'est de faire des devis. Puis des devis, par contre, il y en a beaucoup. Et en plus de ça, c'est des très, très gros montants. Donc, en fait, faut se donner le temps. Et même si on va pas continuer ce test, on va suivre les résultats du test sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois. Et peut-être que dans 3 mois, on se dira ce qu'on a fait là, c'était exceptionnel. Donc maintenant, on fait all-in. Ou ça se trouve, c'est complètement pété, on arrêtera. Ça, j'en sais rien, on verra. OK. Et pour LinkedIn, j'aimerais Ouais. bien savoir si tu pouvais rentrer un peu dans les détails, si tu l'acceptes ou pas, je ne sais pas. Un magicien ne révèle jamais ses tours. Bon, alors, je vais essayer de Non, je tricher. rigole. Vous avez utilisé pour extraire, vous avez fait quoi? Du Phantom Buster, du Wallaxy, vous avez enrichi les emails avec Drop Contact. Tu veux me parler de deux, trois tools? Alors, sur tout ce qu'on a fait sur LinkedIn, moi, j'ai aidé Oliver à, entre guillemets, visionner sa stratégie d'acquisition. Je lui ai juste donné les grandes lignes. Et après, c'est lui qui faisait. Et moi, si tu veux, j'exécutais pas. Mais j'étais plutôt sur la vision avec lui et l'analyse de données et un peu la mid-execution, tu vois, genre valider tout ce qu'il fait, puis juste améliorer si besoin. Donc, ce serait lui qu'il faudrait interroger sur ces sujets. Mais de mémoire, pour rentrer en contact direct, on a utilisé l'Emlist. Pour scraper les données, de mémoire, je lui avais donné le playbook qui était scraper avec Phantom, reconstruire avec Drop, vérifier avec Drop aussi, et après de shooter avec Lemlist. l'Emlist. Tu vois. Et bah, après, bah, LinkedIn Ads, c'est LinkedIn Ads classique. LinkedIn Ads, ça a vraiment un impact fort par rapport à la campagne de scrapping. Bah, en fait, pour l'instant, nous, ce qu'on voit de données pures et dures, on a des leads générés avec tous nos tests, on a des clients générés avec tous nos tests, on a des gros devis à la rentrée avec tous nos tests. Donc nous, maintenant, aujourd'hui, la question, c'est puisque tout fonctionne, même si ça peut paraître faible aujourd'hui quand on voit la taille des devis, bah, en fait, c'est très intéressant. On va laisser courir. Mais en fait, c'est très difficile aujourd'hui de se dire lequel est le meilleur. Comme je te dis que tout fonctionne, comment est-ce qu'on fait pour savoir quel est le meilleur? C'est simple, on essaie de voir lequel est le plus scalable. Et le plus scalable, c'est quoi? C'est celui qui apporte le plus en travaillant le moins et qui coûte le moins cher. Donc en fait, on l'a pas encore fait, mais on va se poser les bonnes questions. Et c'est pas forcément LinkedIn Ads. Peut-être que c'est scraper les images. Je sais pas, faudra qu'on se pose là-dessus. OK. Et retargeting Facebook, Instagram, même si sur le papier, ce n'est pas B2B, tu penses quoi du fait de retargeter l'artisan le soir quand tu rentres à la maison sur Facebook, Instagram? Pas testé. Après, je pars du principe que tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Instagram, tout le monde commence à être sur TikTok. Il faut que je m'enlève de la tête que c'est pas parce que je suis pas sur TikTok qu'il y a personne dessus. Parce que je suis pas sur TikTok, mais il y a des milliers de personnes. Enfin, c'est fini TikTok pour les jeunes. Maintenant, il y a vraiment tout le monde. Donc, pas testé. Mais après, c'est vrai que dans les mécanismes du growth, il faut toujours penser à t'as pas passé commande, mais t'es chez moi, je peux te traquer, bah vas-y, je vais te re-shooter plus tard. Et ça fonctionne puisque je l'avais fait sur des projets dropshipping complètement pétés, qui n'ont pas trop fonctionné, mais bizarrement, ce qui fonctionnait le mieux, c'était panier abandonné et remarketing, quoi. Bah ouais, puisqu'à l'époque, tu n'avais peut-être pas trouvé ton product market fit, mais maintenant que tu l'as, à mon avis, il y a moyen que ça fasse du beau bruit sur Facebook, Instagram en retargeting. Si tu me dis que le LinkedIn Ads fonctionne,
possible que ça fasse de belles choses, mais il Ouais, faut bah tester. après, je parle avec beaucoup de personnes qui sont dans les startups du BTP et eux, ils sont tous lancés là-dessus en fait. Alors on vend pas du tout la même chose, hein. Nous, on est sur de l'évacuation de déchets, donc déjà, c'est pas un produit qui vient révolutionner ta vie, etc. Les gens, quand ils pensent déchets, ils pensent tout de suite à quelque chose qui les intéresse pas, alors qu'en fait, c'est hyper important pour une personne qui gère une boîte du BTP, parce que normalement, il faut montrer patte blanche par rapport à ces déchets, il faut les emmener en déchetterie. En plus, il y a la REP qui passe, qui est Il y a un une nouvelle décret loi qui est là très qui sort, je important. crois. Ouais, c'est la REP. On en saura un peu plus bientôt. Et du coup, pour nous, ça risque de changer beaucoup de choses en termes d'acquisition. Et ça va être cool. Ben oui, parce que si j'ai bien compris, j'avais vu passer, l'artisan, il doit maintenant, dans son devis, mentionner ce qu'il va faire des déchets et même séparer les déchets verts, etc., les gravats. Il doit dire dans quelle déchetterie il les a posés, c'est ça? Ouais, alors déjà, de base, avant, ils étaient dans l'obligation, enfin, on leur faisait sous-entendre qu'il fallait avoir une ligne déchets dans leur devis pour que tout le monde comprenne que les déchets vont en déchetterie et que ça a un prix. Maintenant, on est au step supérieur où là, c'est carrément, effectivement, il faut que tu dises combien coûte. Il faut absolument tout segmenter dans les déchets. Et après, bon, c'est pas encore sorti, c'est encore un peu flou. Ça change un peu toutes les semaines, mais ce sera beaucoup plus sérieux. Et c'est pour ça que ça a changé beaucoup de choses parce qu'ils vont être vraiment dans l'obligation de montrer patte blanche. Et du coup, c'est là où nous, on arrivera avec nos gros sabots en disant, bah, ça fait 4 ans qu'on existe, on a X milliers de clients, ça tourne super bien, continuons. Quand j'arrive sur la landing lesreapers.com, il y a Mhm. noté collecte et revalorisation en bold, en gras, de vos déchets de chantier. Cette phrase-là, vous avez mis longtemps à la trouver, vous avez essayé plein de choses ou pas forcément? Bah déjà, merci à Romain, c'est lui qui a fait le site web, c'est le CEO. Ok. Ça, honnêtement, je sais même plus, je pourrais pas te dire de quand ça date, tu vois. Ouais. Je sais qu'on a inventé pas mal de baseline au tout début, tu vois. Moi, je me souviens que j'en avais créé une. Toi, tout à l'heure, je t'ai dit qu'on était les experts dans l'évacuation de déchets. C'est moi qui l'ai sorti parce que fallait que ce soit un truc hyper compréhensible en face à face. Quand tu parles à un artisan à 6h45 du matin, j'en avais inventé une autre de punchline. C'était quoi? C'était trier pour moins payer. Parce que chez les rippers, plus tes déchets sont triés, moins tu payes. Et ça, tout le monde le sait, mais personne ne le met en avant. Il faut un peu pousser les artisans à bien le prendre en compte. Et du coup, ces accroches-là, tu les testes sur différentes landings ou pas? Alors sur les landings aujourd'hui, là on drive le plus de trafic, c'est chez nos partenaires. On a beaucoup testé au début, tu vois, moi l'argumentaire de mon SDR qui est sur le terrain, parce qu'au début c'est moi qui ai tout fait, bien évidemment, parce qu'il fallait exécuter, voir ce qui fonctionnait. Mais moi je changeais d'argumentaire toutes les semaines en fait, et je l'améliorais, je le changeais, j'avais un A/B test, je changeais 2, 3 trucs. Je suis incapable de dire combien de fois je l'ai changé, mais en tout cas, quand j'étais face à quelqu'un et que je lui parlais, s'il avait mordu à la première phrase, il était dans un tunnel sans s'en rendre compte. Et après, c'est d'après ses réponses, c'était un ou deux, toi. Enfin, c'était comme les devs, c'est 0 ou 1. C'était 0 ou 1, paf, 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 paf. Tu faisais un Et à la fin, tunnel de vente en visu, quoi. j'avais un tunnel de vente dans le cerveau et à la fin, j'avais des stats. Genre, si je parle à quelqu'un, enfin, si quelqu'un répond à la première question, je sais qu'il y a 90% de chances que je prenne son numéro et je lui envoie l'application et qu'on le rappelle après qu'il soit dans le système, tu vois. Ah, c'est génial. Et ça, oui, je l'ai testé de nombreuses reprises et aujourd'hui, c'est encore exactement les mêmes approches d'il y a 3 ans, puis ça fonctionne encore. Et du coup, Donc, vous avez essayé de reproduire un petit peu ce que tu faisais sur le terrain en lead gen avec le travail de ton digital marketer, plus ou moins. ouais, bah après, les choses sont différentes. Chaque canal a besoin d'avoir une approche différente, hein, tu sais. Sur Google Ads, c'est plus de l'intention de recherche, donc c'est plus bien mettre en avant les mots-clés, avoir la bonne punchline liée aux mots-clés. Quand tu fais de l'Ads en push, l'idée, c'est plutôt d'interpeller les gens. Donc là encore, faut, d'après le service, d'après la cible, c'est quoi les 3 premiers mots qu'il faut dire pour que ça fonctionne. Puis du coup, après, bah, tu veux en savoir plus, il faut que tu appuies là. Puis appuyer là, en fait, c'est un Calendly pour avoir un rendez-vous avec un commercial. Et puis 1, 2, 3, puis ça finit un nouveau client, quoi. Ok, bah écoute, c'est la première fois que je discute avec un Gross qui a commencé par se lever à 6h45 et aller parler aux Ouais. clients. Je trouve ça Eh, génial. ouais, mais c'est là où tu comprends tout, hein. Tu sais, c'est aujourd'hui, on a 4-5 000 artisans.
ils sont pas tombés du ciel. Et quand je parle avec d'autres boîtes qui sont justement dans l'artisanat, au mieux, ils ont fait 5 people review, tu vois. Et en fait, ils n'ont pas compris. Je pense qu'ils n'ont pas compris beaucoup de choses. Moi, pendant 2 ans, tous les matins à 6h30, j'étais à la plateforme du bâtiment et je parlais avec tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'était les clients, c'était les directeurs du dépôt, les chefs de caisse, c'était les chefs de secteur, pour avoir la connaissance. Et à un moment donné, quand tu as la connaissance, tu sais mieux parler. Et quand tu sais mieux parler, tu sais que tu as 3 trucs à dire, puis tu prends celui qui fonctionne le mieux. Puis en fait, après, tu construis tout là-dessus. Et puis après, bizarrement, quand tu appuies sur le bouton, il y a tout qui va plus vite, quoi. Et c'est pour ça qu'au début, on s'est énormément concentré là-dessus, sur le terrain plutôt que sur les clients qui venaient via les emails. Parce qu'au moins, quand on était face à eux, les artisans, tu sais, tu as une façade qui est un peu dure au début. Et puis après, c'est des crèmes. C'est des mecs qui sont super sympas. Et du coup, tu peux leur poser n'importe quoi comme question. Ils vont répondre à tout, en fait. Et c'est là où on a tout compris. Enfin, j'ai l'arrogance de dire qu'on a tout compris, mais c'est faux. On a compris beaucoup de choses. Et bizarrement, toutes ces choses-là, c'est dans les argumentaires des commerciaux et ça fonctionne. Et c'est là où on se différencie de tiens, tu veux évacuer tes déchets de chantier par ah tiens, c'est super, tu as posé une nouvelle salle de bain, elle fait combien de mètres cubes? Ah, elle fait combien de mètres carrés? Ah, donc si tu as tout cassé, normalement, tu devrais avoir une quarantaine de sacs, non? Ah, t'en as plus? Ah oui, non, mais c'est parce qu'en fait, tu as fait autre chose. Ah oui, donc tu as refait le parquet dans le sac. Ouais, ok, d'accord. Et toi, c'est là où tu fais de la conversation sur un sujet qui est le sien, et toi, tu comprends, tu as gagné. Ouais, et puis du coup, quand tu es là le matin, tu vois les problèmes. Et moi, je dis toujours, un client va te donner confiance plus facilement si tu as compris son problème que si tu lui amènes la solution. Et je pense C'est ça. que être sur le terrain comme ça, c'est exceptionnel. Enfin, moi, là, je te parle du produit, mais je pourrais te parler du pricing aussi qu'on a compris sur le terrain. Je peux te parler de l'argumentaire, comme je te disais, c'est en étant face à eux qu'on a tout compris. Quand je te dis face à eux, encore une fois, c'est les clients, c'est les gens qui vendent, c'est les directeurs des gens qui vendent, c'est le marketing qui est dans le dépôt, et c'est tout ça. Et à un moment donné, quand tu as repris toute la chaîne de valeur d'un distributeur et que tu parles avec tout le monde, tu comprends à tous les étages. Et puis là, après, c'est à toi de faire comme ça pour bien tout améliorer et continuer à avancer. Mais le plus important, c'est ça, c'est que nous, on avait déjà un PMF qui était fort, Product Market Fit, sur le produit. Et puis après, on a trouvé le channel Market Fit, en fait. Donc, on savait que ça fonctionnait. Et puis, on savait comment leur parler. Donc, à un moment donné, quand tu fais un enchaînement de choses positives, c'est comme tout à l'heure, je te parlais de mon enchaînement de framework. C'est quand tu arrives à la fin, il se passe des choses positives. C'est mécanique. Comme dirait la DAF chez les Reapers, c'est mécanique. OK. Et qu'est-ce que tu aimerais partager avec moi, avec nous, sur des choses qui ont fonctionné ou qui sont intéressantes ou même qui n'ont pas fonctionné, mais des choses un petit peu spécifiques à Jason, la touche Jason, les Reapers, qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? C'est marrant que tu dises la touche Jason parce que moi-même, je l'appelais la Jazz Touch, OK. la patte, la Eh ben, Jazz vas-y, Touch. parle-nous de la Just Touch alors. Non, ben, moi, si tu veux, à l'origine, pour comprendre déjà pourquoi j'ai passé autant de temps sur le terrain, il faut déjà comprendre ce que je faisais avant les Reapers. Et moi, alors tu vois, je remonte bien en amont. Moi, j'ai un master en lobbying et communication digitale. Et le lobbying, c'est quoi? Enfin, tout le monde sait ce que c'est, mais c'est influencer les autres quand tu es une marque pour que les États prennent des bonnes décisions gouvernementales qui soient plus ou moins en faveur de ton entreprise, par exemple. Et en fait, qu'est-ce que tu apprends quand tu fais du lobbying? Tu apprends à faire de la veille, c'est-à-dire à traiter de l'information, enfin, déjà à lire de l'information, la synthétiser, et ensuite la traiter pour en faire quelque chose. Quand tu comprends ça et que moi j'étais formé à faire ça, tu comprends pourquoi j'ai passé autant de temps sur le terrain pour organiser quelque chose et en tirer quelque chose. Et c'est pour ça que moi, mon approche, c'est toujours de énormément lire, énormément comprendre, construire quelque chose de manière assez rapide. Et après, par contre, il faut exécuter de manière extrêmement vite et faut toujours se baquer sur la data. Moi, je pars toujours d'un sentiment, le gut feeling, comme on connaît, parce que ça va apporter de la chaleur dans ce que tu fais. Puis après, tu as la data qui est très froide. Et à un moment donné, il faut essayer de mixer les deux. Et au moins, quand tu as une approche méthodique, comme je te l'ai dit, et qu'après que tu as de la donnée et que tu es capable de l'expliquer avec le cœur, que tu aies des résultats ou pas de résultats, on ne pourra jamais t'en vouloir, ce sera toujours bien. Mais par contre, il faut savoir s'arrêter quand quelque chose ne fonctionne pas pour passer à autre chose, parce que c'est aussi là-dessus que ça fonctionne, c'est que c'est l'enchaînement de tests qui fait que tu avances et que tu trouves des choses positives.
et positif, pardon. Et si tu es capable de faire 25 têtes affilées qui sont pétées, mais que tu es capable d'expliquer pourquoi, que tu n'as pas passé trop de temps, que tu n'as pas perdu trop d'argent et que tu enchaînes, en fait, il faut continuer à enchaîner. Il faut continuer à enchaîner parce qu'à côté, tu as la boîte qui tourne, donc il faut trouver le nouveau relais de croissance, etc. etc. Donc ça, moi, c'est le conseil que, je ne sais pas si tu m'as demandé de te donner un conseil, mais c'est le conseil que moi je donnerais, c'est de toujours bien comprendre en amont pour pouvoir visionner plus ou moins là où tu vas, t'organises, puis après tu te fais des milestones et là par contre tu exécutes comme un cochon. Il faut vraiment pas avoir peur d'aller faire les choses parce que c'est en faisant les choses que tu comprends tout et une fois que tu as compris, là tu peux le déléguer à quelqu'un qui sera meilleur que toi pour encore mieux le faire. Tu vois, moi par exemple, aujourd'hui, je suis plus sur le terrain, mais je donne toute ma connaissance à mon SDR pour qu'il y aille et je sais que lui il a plus d'envie d'aller sur le terrain que moi quand j'avais à l'époque. Donc j'avais défriché pour tout construire. Et maintenant, je l'aide à construire. Mais je peux le déléguer parce que j'ai tout compris. C'est pour ça que quand il vient avec des idées, je lui dis stop, essayez 10 fois, zéro résultat, autre chose. Et s'il me dit non, je lui sors mes vieux spreadsheets où je lui montre, je regarde, ça fonctionne pas. Tu peux réessayer, mais ça fonctionne pas. Comment tu vas gérer du coup, enfin, si ce n'est pas déjà le cas, quand vous allez vraiment vouloir vous déployer hors Île-de-France, si du coup tu bases entre guillemets tout sur le SDR qui se lève à 6 heures du matin? Alors attention, hein, ça c'est juste une de nos manières de faire de l'acquise. Hein. Après, on a d'autres canaux. Et le SDR, le but c'est toujours de trouver quelque chose qui est plus ou moins scalable. Donc forcément, il faut blinder son calendrier de rendez-vous d'action. Puis si on voit que un SDR apporte X et qui fait que la moitié de tous nos partenariats, peut-être qu'il faut en avoir un deuxième. Après, c'est juste un calcul. Nous, on part pas du postulat que ce qui fonctionne en Île-de-France fonctionnera ailleurs. Parce que ça, c'est vrai pour le digital, avec quelques différences généralement quand tu changes de pays. Par contre, quand tu es sur le terrain, ça n'a rien à voir parce que les Parisiens ne sont pas des Lyonnais, qui ne sont pas des Bordelais. Et Dieu sait que les Parisiens sont difficiles. Je n'ai jamais réussi à travailler avec des Parisiens et je n'ai jamais compris pourquoi. Est-ce que c'est mon accent? Je ne sais pas. Mais mes statistiques étaient folles. C'est-à-dire que Paris représentait toujours 5% de mon chiffre d'affaires et je n'ai jamais compris pourquoi. Oups. Et j'avais créé un business, ça date, c'était il y a plus de 10 ans, dans la réparation de smartphones. Ouais. J'ai créé le premier site internet où tu envoyais ton téléphone pour le faire réparer. À chaque fois que le numéro s'affichait avec un 01, je savais que je ne vendrais pas parce que les gens m'appelaient en me disant j'arrive, vous êtes où? Un Parisien, ça ne lui vient même pas à l'esprit que tu n'as pas de bureau à Paris en fait. Ah oui, tu sais, pour les Parisiens, la province, c'est en dehors du périph'. Hein. Et du coup, je comprends. Et puis en plus, je suppose que vous, au niveau produit, il y a peut-être un frein technique aussi à la gestion des déchets. Vous ne pouvez pas gérer les déchets partout aussi de la même manière, je pense, non? Nous, si tu veux, l'ouverture de ville, l'ouverture de pays, c'est du relais de croissance sur du relais de croissance. Donc effectivement, comme on a un produit, on va dire, qui est plus ou moins physique, on a quand même des gens, on a des partenariats, etc. Faut forcément tout reconstruire sur place. Après, l'idée, c'est comment est-ce qu'on construit quelque chose rapidement et que ce soit opérationnel rapidement. La question, c'est bien sûr qu'il y a des barrières. Enfin, c'est même pas des barrières, c'est plutôt de l'organisation. Et de façon, on ouvrira des villes ou des pays ici et seulement si il y a tout cet écosystème qui fait qu'on peut ouvrir rapidement. Sinon, on n'ouvrira pas. Alors, je peux pas trop m'engager là-dessus, c'est parce que c'est pas moi qui le fait, mais l'approche c'est la même. C'est est-ce que tout est réuni pour qu'il se passe quelque chose? Est-ce que le marché, est-ce qu'on peut le casser? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Oui, non. Et ça, tu penses que c'est toi qui vas mettre en place des opérations d'acquisition pour voir si vous arrivez à choper du lead, des choses comme ça sur d'autres secteurs? Tout ce qui est digital, de toute façon, ça va être simple. Il faudra juste tout retester. Donc ça va être assez facile. Après, nous, notre volonté, c'est qu'on a une galaxie de partenaires qui est en Île-de-France. Et on a fait exprès d'aller vers des distributeurs qui ont une rayonnance, un rayon, pardon, national. Donc comme il est national, forcément, dans les villes où on est, ils y sont. Donc l'idée, après, c'est qu'est-ce qu'on fera avec eux sur place? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être sur place? Parce que ça se trouve, ça fonctionne pas comme à Paris. Et ça, c'est des questions qu'on a commencé à poser aujourd'hui parce qu'on réfléchit effectivement. Ok, ben, merci pour tes précisions sur la Jazz Touch. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Est-ce que tu veux partager peut-être une expérience autre que chez les Reapers qui peut être intéressante? Je te cache pas que j'ai rien préparé. Hein. Tu m'as dit, je vais te bombarder de Il n'y questions, a pas donc de je suis problème. venu un peu les mains dans les poches. Bah, c'était le Euh, but. C'était le but. Est-ce que du coup, euh, tu veux partager une expérience de quelque chose que tu as fait, dont tu es fier, dans une
précédente expérience, quelque chose qui concerne le gros ou pas? En fait, ma vraie très très grosse expérience était chez les Reapers parce qu'avant, soit j'étais dans la vente de sites web dans des agences, soit j'étais dans une autre petite startup, mais ça n'a pas fonctionné. Et en fait, si tu veux, moi, c'est tous ces échecs où j'ai beaucoup appris, où j'ai tout remis entre guillemets à ma frustration quand j'étais chez Reaper parce qu'en fait, il y avait tout à construire, il n'y avait pas de direction qui te donnait un job un peu carré à faire. Et puis quand ça avance pas, c'est forcément de ta faute, alors qu'en fait, tout est mal designé entre guillemets. Donc moi, c'est vraiment là où j'ai mis tout mon savoir, toute mon expérience qui était assez maigre, on va dire à l'époque. Mais c'est là où j'ai tout appris en fait. Par contre, là où j'ai aussi beaucoup appris, c'est tout ce que moi je fais à côté, le soir et les week-ends. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, ouais, j'ai monté un dropshipping, c'était pété, mais au moins les paniers abandonnés, ça fonctionnait. Bah, moi, quand je m'ennuie, je monte des dropshipping pétés où je perds un peu d'argent, mais j'apprends le SEO, j'apprends le machin. Toi, si par exemple LinkedIn Ads, je me permets de dire à mon manager comment est-ce qu'il faut structurer et tout faire parce que bah, déjà j'ai énormément lu et en fait j'avais fait du Facebook Ads, j'ai eu des succès donc lui quand je lui dis bah vas-y toi dans ta formation il faut que tu fasses des ads, je te donne tout ce que je sais faire, tu peux le faire toi. Donc moi je passais énormément de temps à lire, à échanger avec des entrepreneurs comme toi et après bah toujours pareil à exécuter ce que je fais même si c'est le week-end sur un projet un peu pété qui parfois est pas si pété que ça. Tu vois. Typiquement, quand tu me parlais de Phantom Buster, je connais Phantom Buster parce que je les ai vus naître sur Facebook. C'était il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, je sais même plus, tu vois. Et comme je les avais eu sur un groupe de Facebook de growth, je me suis dit, ah, c'est marrant. Et en fait, je passais mes week-ends à faire tourner Phantom Buster sur mon LinkedIn pour me faire des copains sur LinkedIn, tu vois. Et en fait, je faisais ça pour le fun, mais un an après, je le faisais pour ma boîte, enfin ma boîte, pour la boîte dans laquelle je bossais. Et en fait, ça, bon, ça c'est pas un projet, tu vois, mais quand t'étends cette mentalité de je dois apprendre et je dois voir si ça fonctionne, tu peux le dupliquer partout. Moi aujourd'hui, je fais des investissements en crypto-monnaie. Moi, j'ai une approche méthodique, comme je te disais tout à l'heure. Tu vois, moi j'ai des plans d'entrée, des plans de sortie, des plans de financement. S'il se passe ça, je fais ça. Puis bizarrement, mes investissements, ça fonctionne bien en crypto, là où j'ai des autres personnes qui ont commencé en même temps que moi, ils ont pas tout perdu, mais ils ont perdu. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de méthode. Donc, le message, c'est la méthode est au-dessus de tout. Donc la Just Touch, ça marche aussi dans la crypto alors. Tout quand tu as une approche méthodique, il y a tout qui fonctionne. Je te donne un autre exemple. Moi, ma passion, une de mes passions, c'est les sports mécaniques. Je fais beaucoup de voitures sur circuit. Tu vois, approche de start-upper, est-ce que j'ai l'argent pour m'acheter une Porsche? Non. Bon, bah, je m'achète une BMW PT. Tu sais, un truc qui coûte 1000 balles, si je la tue, c'est pas grave, il n'y a pas de puissance, je m'en fous, tu vois. Est-ce que je peux me le permettre? Oui. Est-ce que je peux me permettre de perdre, entre guillemets, 500 euros à payer un prof et aller faire une sortie circuit par mois? Oui. Bon, bah, déjà, j'ai le budget. OK. Donc après, j'y vais. Donc ça, toi, déjà, c'est l'étape 1. Est-ce que je peux m'acheter une voiture avant de m'acheter une plus grosse voiture? Tu sais, c'est la base de Lean Startup, quoi. Après, j'arrive, je prends des cours, j'apprends, je l'écoute, et puis après, je commence à faire ma propre méthode. Et ma propre méthode, c'est quoi? C'est des frameworks que j'ai piqués à des product managers. Dans le virage 1, je dois freiner à temps, je dois lâcher les freins à temps, je dois tourner à temps, je dois réaccélérer à temps, et je dois faire ça, et je dois être là. Et en fait, tu fais ça pour tous les virages, et puis en fait, après, tu dis, bon, bah, là, je pars, je fais 5 tours, je dois améliorer mes trois premiers virages. Et je vais juste les améliorer en freinant 5 mètres plus tard pour avoir une meilleure vitesse de passage. Et en fait, tu fais tes 5 tours, tu regardes ta data, et puis là, tu dis, ah bah c'est bon, j'ai gagné un quart de seconde, tu vois. Parce que le circuit, ça se parle en quart de seconde, tu vois. Là, tu vois, c'est génial. Sauf qu'en fait, vu que tu as amélioré tes 3 premiers virages, le quatrième, forcément, tu arrives plus vite dedans, donc tu sais plus quoi faire, donc il faut que tu réapprennes ce virage. Et tu sais, c'est le truc sans fin. C'est le truc sans fin où la méthode fait que tu gagnes une seconde à chaque journée de circuit, tu vois. Et c'est là où tu fais méthode, passion, puis en plus de ça, tu apprends. Parce que moi, quand j'ai fait du sport mécanique, même si c'est un mode, enfin, c'est même pas en mode amateur, c'est juste moi, je prends ma place et je conduis, tu vois, sur un circuit, bien évidemment. Ça m'a permis d'avoir plus de vision parce que quand tu fais du sport mécanique, ce qui se passe, c'est que quand tu commences à freiner, tu regardes là où ta voiture va aller dans le virage
Et quand tu as commencé à tourner, tu es déjà en train de regarder la sortie du virage alors que tu n'es même pas dans le milieu du virage et que tu es déjà en train d'accélérer alors que ta voiture n'a pas tourné et ton cerveau est en train de réfléchir à où est-ce que tu vas t'arrêter pour le virage d'après. Alors si ça, c'est pas de la vision où tu as quatre étapes d'avance, je sais pas comment appeler ça. Et moi, dans mon métier, j'ai vraiment eu une différence entre le moment où j'ai commencé à tourner un peu en circuit avec une voiture complètement pétée et mon métier. Et j'ai tellement appris en termes de vision via ma passion. Et toi, c'est là où le boulot a influencé ma passion, mais la passion m'a appris des choses que je remets après dans le boulot. C'est génial. Du coup, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser le framework R pour conduire sur Alors, circuit. c'est pas le framework art, tu vois, mais là, c'est plutôt des frameworks de product owner et de product manager en disant si je fais ça. Je blaguais, mais en fait, tu segmentes un petit peu plusieurs étapes et tu essaies d'optimiser pourcentage par pourcentage dans chaque étape jusqu'à arriver au revenu. Et le revenu chez toi, c'est le time, quoi. C'est le temps de J'ai circuit, gagné un quoi. quart de seconde. Ouais, exactement. Mais moi, littéralement, alors là, c'est un peu, avec le confinement, c'était un peu plus compliqué, mais mon boss Romain, il dit toujours t'as cramé du pneu ce week-end ou quand t'as posé des jours, parce que pour lui c'est cramer du pneu, parce qu'il croit que je fais du drift, alors j'en fais pas, mais c'est pas grave. et moi j'arrive, je vois c'est incroyable au circuit des écuyers ou au Mans, j'ai gagné une demi-seconde. Tu sais, il me regarde bizarre, une demi-seconde, tu te rends pas compte, c'est énorme. C'est énorme. Maintenant, je freine à 45 mètres avant. Bref. Et tu vois, c'est là où tu fais un mash-up de tout et paf, tu as des résultats. Comme par hasard, tu vois. Tu travailles, tu es méthodique, ça avance. Et dropshipping, tu continues encore? Non, en fait, le dropshipping, j'avais essayé une fois, il y a peut-être 8 ans, entre deux jobs. Le problème, c'est que je faisais pas ça sérieusement. C'est-à-dire que moi, j'avais une rupture co. C'était juste avant de venir chez Reaper d'ailleurs. Et en fait, le matin, je cherchais un taf. L'après-midi, je faisais le dropshipping. Et le problème, c'est qu'en fait, j'ai trouvé un taf en une semaine. Donc, si tu veux, je l'ai laissé mourir. Et le deuxième, c'était pendant le confinement. J'avais fait ça peut-être pendant un mois et c'était que du full SEO et ambassadeur, tu sais, à travers Instagram. Et du coup, j'avais des petits résultats. Je commençais à être un peu ranké et tout. Puis après, je l'ai laissé mourir parce que les Reapers, il y a plus de trucs à faire. Maintenant, tu es obligé de déclarer la TVA, chers amis dropshippers, et vous êtes marqué à la culotte par Stripe. Il faut augmenter de 20 à 30% vos marges, sinon. Moi, j'ai eu la chance de connaître le problème vite parce qu'en fait, j'avais monté un business. À l'époque, c'était 30 000, à l'époque, c'était 30 000 le plafond TVA. Et en fait, je l'ai éclaté en 3 semaines. Donc, en fait, je suis passé tout de suite en mode société. J'ai fait 1 million d'euros sur eBay. Et je faisais beaucoup de eBay et j'ai fait une énorme erreur. En tout cas, j'ai fait une erreur. C'est que je ne suis pas allé sur Amazon en pensant qu'eBay était plus fort qu'Amazon, quoi. Ah, mais c'était il y a 10 ans, ça. Ouais. Ouais. À l'époque où la question, elle était assez légitime. Hein. Amazon, il commençait à faire du bruit, mais la politique d'Amazon, elle était beaucoup plus violente. Et puis surtout, si tu veux, j'étais entre guillemets tellement bon sur eBay, j'avais une telle notoriété. Je me suis dit, il vaut mieux être le plus fort chez le numéro 2 que le centième chez le numéro 1. Et je me suis trompé. Après, c'est toujours pareil dans ta vision et ta stratégie. C'est est-ce que tu veux petite part d'un très gros gâteau ou est-ce que tu veux une grosse part d'un petit gâteau? Je ne m'attendais pas à ce que la différence entre eBay et Amazon soit aussi énormissime, en fait. Ouais, eBay, c'est. À l'époque, d'ailleurs. Tu étais en Europe et au States? Non, j'étais en France. Je faisais un petit peu d'Europe et que je me battais pour essayer d'être bon sur ces discounts qui étaient à l'époque encore meilleurs qu'Amazon. Ouais, c'est vrai, ces discounts, Ils ont disparu. Ouais, ils sont plus là, quoi. Alors qu'ils étaient, pour un Français, c'était. Pour te dire où ils en sont réduits, je te promets que tout à l'heure, j'ai eu un appel d'une télépro avec un fort accent maghrébin qui m'a dit oui, bonjour, c'est Cdiscount. Ouais. En termes de growth, ils ne sont pas au top. Hein. Ils n'ont qu'à tout vendre à Amazon et monter un nouveau business. Hein. Ouais, c'est le groupe Casino derrière. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils ont peut-être intérêt à le garder alors. Ouais, je ne sais pas. Je sais pas, l'avenir nous dira. Écoute, merci. J'ai passé un bon moment avec toi. J'espère que ton mercredi, du coup, il était un peu moins pire que les autres mercredis. Oui. C'est gentil. Je l'ai arraché ce oui, mais c'est pas grave. Écoute, merci beaucoup, Jason. Time's up. Ciao, merci beaucoup. Ciao. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Growth.
Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le growth. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le growth, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews growth.